Sok Popon, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Tani, je suis originaire du Togo. Mon prénom Tani signifie en langue Moba, fille née le lundi. Je suis la présentatrice de l'émission Le Journal intime du Noir. Cette émission a pour but de traiter les différentes formes de racisme dont est victime le Noir dans ses relations avec les peuples à peau blanche. Le thème d'aujourd'hui portera sur ses relations privées avec l'étranger. Je vais à chaque fois présenter un témoignage d'un Noir victime de racisme. À partir de ce témoignage, je vais analyser les comportements des personnes concernées et proposer des solutions pour contrecarrer ces pratiques racistes des peuples à peau blanche. Le mot étranger désigne tous les peuples à peau blanche sauf les albinos africains. De plus, les vrais noms des victimes ne sont pas mentionnés dans le témoignage. C'est mon devoir civique et moral envers la communauté noire de les soutenir psychologiquement contre le racisme. Je vais présenter le témoignage de la jeune femme africaine appelée Mayi. Mayi est un nom togolais qui signifie en langue bassare « je n'ai pas refusé ». Elle habite dans l'un des pays des peuples à peau blanche. Elle y était en tant que babysitter et étudiante. Mayi était d'abord venue dans ce pays avec le visa de babysitter après elle avait obtenu le visa d'étudiant lorsqu'elle s'était inscrite à l'université. Pour l'obtention du visa d'étudiant, elle avait été cautionnée par la famille d'accueil. Mayi avait connu cette famille d'accueil à travers une agence de babysitter. Elle avait voyagé de l'Afrique pour s'installer dans cette famille. La famille d'accueil était au départ composée d'une mère célibataire et de ses 3 enfants. C'était une famille blanche. La mère célibataire travaillait comme directrice dans un centre d'hébergement pour des personnes avec handicap mental. L'employeur de Mayi avait urgemment besoin des aides de Mayi, car ses 3 enfants étaient trop jeunes pour rester seuls à la maison et elle avait besoin de son poste de travail. Bref, aussi bien Mayi et son employeur avaient urgemment besoin de l'une et de l'autre, car Mayi avait besoin d'une caution et son employeur avait besoin d'elle dans son ménage. Mayi était bien installée dans sa famille d'accueil. Elle s'entendait bien avec sa famille d'accueil. Lorsque la mère célibataire recevait de la visite, ou bien s'entretenait avec les voisins et ses employés, elle leur présentait Mayi avec un grand sourire. Elle ajoutait ceci, je cite, « Mayi est très gentille avec les enfants et très travailleuse. Je l'ai cautionnée pour qu'elle puisse étudier chez nous, car elle est intelligente. On veut qu'elle reste ici pour être en sécurité, car dans son pays d'origine, le président est un dictateur et les gens meurent. » De fin. Fin de citation. Lors de la présentation, elle n'ajoutait pas qu'elle-même avait urgemment besoin des aides de Mayi et que c'est la raison pour laquelle elle l'a cautionnée pour ses études. La caution pour les études était conditionnée que Mayi continue à travailler dans la famille d'accueil. Après cette présentation, les connaissances de la mère célibataire répondaient, je cite, « Oh, tu as bien fait d'aider Mayi pour qu'elle puisse étudier. » Fin de citation. Du coup, cette femme recevait plus d'attention et d'éloges de leur part. Certains visiteurs ou employés demandaient à Mayi si elle et sa famille avaient de quoi à manger dans son pays d'origine. Mayi répondait par oui et ajoutait que dans chaque pays, il y a la couche sociale pauvre, moyenne et riche. Lors du repas, lorsque l'un des enfants faisait des caprices et ne voulait pas manger, la mère célibataire avait toujours la même argumentation pour le convaincre à manger. Elle disait ceci, je cite, « Tu dois être content que tu as de quoi à manger. » En Afrique par exemple, les gens meurent de faim. Fin de citation. Même les personnes avec handicap mental qui vivaient dans le centre où la mère célibataire travaillait, avaient été éduquées qu'en Afrique, il n'y a que la faim et la pauvreté. Mayi avait vécu 8 ans dans cette famille d'accueil avant de la quitter pour des raisons de travail dans une autre ville. Mais entre-temps la mère célibataire s'était mariée. Au bout de 8 ans, le plus jeune enfant avait entre 11 et 12 ans. Une fois que la femme avait pris son premier et dernier enfant puis moi en voiture, elle faisait la marche arrière pour sortir sa voiture du garage. Au même moment, il y avait un cycliste africain qui passait sur ce même trottoir. Selon le code de la route, c'est la femme qui devait donner la priorité au cycliste. C'est alors qu'elle avait stoppé la voiture pour laisser passer le cycliste africain. Alors le dernier enfant demanda à sa mère pourquoi elle avait stoppé la voiture. Sa mère lui répondit que le cycliste avait la priorité. L'enfant regarda par la fenêtre de la voiture et vit que c'était un cycliste africain qui passait. Du coup, il dit à sa mère qu'elle n'avait pas besoin de stopper la voiture à cause du cycliste africain.
À cet instant, sa mère et sa sœur aînée lui avaient fait des reproches pour ses propos déplacés. Maï avait suivi aussi la scène étant dans la voiture. Elle n'avait pas réagi aux propos de l'enfant, car elle était très choquée. Au fait, Maï n'avait jamais pensé que de tels propos sortiraient de la bouche de l'enfant, car c'était elle en tant que noire qui s'était occupée de lui depuis qu'il avait 3 ans et de plus l'un des meilleurs amis de cet enfant était un métis, dont le père était un Nigérian. La mère de cette métisse était amie à la mère de cet enfant. Depuis ce jour, Maï s'était séparée émotionnellement de cette famille, malgré qu'elle vivait encore chez eux. Bref, elle avait compris que ce serait une perte de temps de croire qu'il pourrait avoir une personne à peau blanche qui n'aurait pas de tendance raciste enfouie en elle. Après son départ de cette famille pour des raisons de travail dans une autre ville, aucun d'eux n'avait essayé d'entrer en contact avec Maï et elle non plus n'a pas cherché à les contacter. C'est la fin du récit. Maintenant je vais passer à la phase d'analyse du témoignage en décrivant le comportement des personnes concernées et en proposant des solutions pour contrecarrer le racisme. Nous allons commencer avec le premier comportement de la mère célibataire. Elle avait utilisé la caution pour obliger Maï à continuer de travailler chez elle. De plus, la caution est un moyen pour elle pour confirmer sa supériorité sur Maï et s'orgueillir qu'elle a aidé une Africaine. Comment aurait dû Maï agir face à cette situation? Maï aurait dû insister auprès des connaissances de cette femme que les aides étaient réciproques, mais différentes. Maï aurait dû changer de famille d'accueil. Maï aurait dû éviter les rencontres avec les connaissances de cette femme. Deuxième comportement de la mère célibataire. Elle prétend qu'il y a un dictateur dans le pays d'origine de Maï et que les gens y meurent de faim. Elle tire ces informations de leurs médias mensongères qui présentent le continent africain comme un continent sans vie. Comment aurait dû Maï agir face à cette situation? Maï aurait dû lui répondre que les vrais dictateurs sont les présidents des nations industrialisées qui prétendent être les plus puissants du monde et qui détruisent dans les coulisses la vie sociale, politique, culturelle et économique des autres peuples en pillant leurs ressources naturelles et en y provoquant des guerres puis du terrorisme. Troisième comportement de la mère célibataire. Elle disait à son plus jeune enfant qui refusait la nourriture lors des repas qu'il devrait être content d'avoir de quoi à manger, car en Afrique par exemple les gens meurent de faim. Comment aurait dû Maï agir face à cette situation? Maï était présente lorsque la mère célibataire tenait ses propos à son enfant. Malheureusement, elle n'avait pas répondu face au comportement de la mère célibataire. Maï aurait dû demander à cette femme pourquoi elle a honte de prendre les pauvres qui vivent dans son propre pays comme exemple au lieu de parler des pauvres qui vivent en Afrique. Elle aurait aussi dû ajouter que c'est inhumain d'avoir honte des pauvres qui sont dans son propre pays et que c'est raciste de toujours souhaiter le malheur au peuple africain en lui attribuant la pauvreté puis en attribuant la richesse au peuple blanc. Premier comportement des connaissances de la mère célibataire. Il demandait à Maï si elle et sa famille avaient de quoi à manger dans son pays d'origine. Comment aurait dû Maï agir face à cette situation? Maï avait bien fait de répondre par oui à cette question et aussi en ajoutant que dans chaque pays, il y a la couche sociale pauvre, moyenne et riche. À travers cette réponse, Maï avait ouvert les yeux à ces gens sur le fait qu'il y a aussi des pauvres dans leur pays, car les manipulations mensongères de leurs autorités et leurs médias ont bloqué leurs capacités intellectuelles de reconnaître qu'ils ont aussi des pauvres dans leur pays et dans les autres pays des peuples à peau blanche. Selon ces manipulations mensongères, l'Afrique est pointée du doigt comme le continent où les gens meurent de faim. C'est l'une des origines des préjugés des peuples à peau blanche contre le noir. Maï pouvait aussi leur retourner la question, en leur demandant si eux et leur famille avaient toujours eu de quoi à manger. Premier comportement de l'enfant. Il avait dit à sa mère qu'elle n'aurait pas dû stopper la voiture pour laisser passer le cycliste africain. Comment aurait dû Maï agir face à cette situation? Maï n'avait pas réagi aux propos de l'enfant, car elle était très choquée de l'entendre parler ainsi. Les propos de l'enfant ne sont rien d'autre que des propos racistes. Cela montre à quel point la graine du racisme des peuples à peau blanche contre le noir germe très tôt en eux. Cette graine sera toujours alimentée par les préjugés contre le noir et sont véhiculés par leurs médias, leurs familles et le reste de leur société. Voici quelques-uns de ces préjugés. Lorsque la mère enseigne dès le bas âge à l'enfant que les gens meurent de faim en Afrique, sans toutefois parler des pauvres qui sont dans leur propre pays, ou lorsque leurs médias font des publicités de leurs organisations internationales qui ont ouvert une école aux pauvres dans une région d'Afrique, sans toutefois montrer comment leur nation pile les biens de l'Afrique.
etc. Mayi a bien fait de se séparer émotionnellement de cette famille, car cette relation n'a pas de base solide, pure et neutre. Malgré son départ de la famille après 8 ans de service, aucun d'eux n'a essayé de la contacter par téléphone, cela prouve qu'elle n'avait pas de prix à leurs yeux et par conséquent leur relation était basée uniquement sur son travail chez eux. Je trouve très bien que Mayi s'est adapté à leur comportement en prenant conscience de la nature de leur relation et aussi en s'écartant d'eux. Toutes les relations interhumaines ne sont pas utiles, on s'efforce à sauvegarder uniquement les relations utiles. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Cette émission met en lumière quelques comportements racistes des Blancs que subit le Noir. Je ne vais pas me séparer de vous sans vous présenter mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers ce conseil et cette belle photo de repas. À votre attention, il existe 2 formes de racisme. Il y a le racisme ouvert où la personne blanche te dit ouvertement et grossièrement le mal qu'il pense de toi, ou t'attaque physiquement. Puis il y a aussi le racisme subtil où la personne blanche se sert de l'humanisme pour masquer les malédictions qu'elle prononce contre toi. En nous référant au témoignage de Mayi, les propos de l'enfant contre le cycliste africain est un exemple de racisme ouvert et les propos de la mère célibataire puis de ses connaissances sont des exemples de racisme subtil. Lorsque le noir est confronté au racisme d'un blanc, il est appelé à s'adapter à la situation. L'adaptation ne veut pas dire qu'il faut croire aux grossièretés et aux malédictions masquées du raciste, ou à se laisser déstabiliser moralement, mais plutôt en devenant maître de la situation. On devient maître de la situation lorsqu'on prend conscience que le blanc raciste est un esclave des préjugés, des frustrations culturelles inconscientes et des frustrations privées conscientes. Le blanc raciste est celui qui sent continuellement un vide en lui et a continuellement besoin de l'attention du noir pour combler ce grand vide. Pour ce faire, il invente des mensonges sur le noir pour le rendre plus petit que lui et invente par contre des mensonges sur lui-même pour se rendre plus grand que le noir. Lorsque le noir croit en ses mensonges et est démoralisé, alors le blanc raciste se sent grand. Mais si le noir ne croit pas en ses mensonges, du coup le blanc raciste devient petit, car le grand vide le rattrape. La recette d'adaptation au racisme du blanc que je propose au noir, est de croire aux promesses de son Dieu, en soi-même, en ses propres valeurs culturelles et en ses observations de la vie. Là où le blanc raciste prêchera le mensonge, le noir doit corriger avec la vérité. Là où le blanc raciste commettra l'injustice, le noir doit lutter pour la justice. Là où le blanc sera à l'offensive, le noir doit être à la défensive. Bonne semaine. Très cher abonné, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Ara Enyijiti Sialajatu, au revoir.